s'est rendu compte aussi que dans la campagne, ceux qui l'ont un petit peu suivi, ceux qui ont assisté au débat, de quoi il est question, ça blablate sur la deuxième ligne de tram, le trajet, la patinoire, le trottoir qui est sale. Ah oui, alors pour les uns, c'est la ville la plus verte, pour les autres, c'est la ville la plus sale. Il y a trop de subventions, il n'y en a pas assez. Enfin voilà, en gros, la teneur du débat sur les élections. Et nous, bon, je pense qu'on a quand même autre chose à apporter. On pense tous qu'on peut promouvoir un projet politique, quelque chose qui s'appuie sur une idée, une idéologie aussi, et surtout avec l'idée de changer de cap, de toute façon. Là, on est arrivé à un point où on est dans une impasse. Ça, s'il y en a qui ont eu, je pense que tout le monde, ou beaucoup de gens parmi vous, ont eu notre 4 pages, et on annonce donc bien haut et fort qu'il faut changer de cap et aller vers l'éco-socialisme. Alors justement, je voulais faire parler un petit peu de ce que ça représentait l'éco-socialisme. Je pense que beaucoup de gens dans la salle ont déjà pensé à ça, savent de quoi il s'agit. Donc l'éco-socialisme, c'est pour nous, aussi bien le NPA, le PG, ensemble, qui constituent cette liste, c'est peut-être la seule alternative maintenant possible pour changer le mode de fonctionnement de la société, pour changer, pour évidemment conjuguer les exigences qui sont les nôtres, à savoir le social, l'environnemental, le démocratique, l'économique, c'est-à-dire toutes ces exigences qui font qu'on est obligé de... Oh, il y a quand même beaucoup de caméras, ça ne me plaît pas, d'appareils photo. Bon. Donc pour nous, c'est l'alternative pour affronter la crise écologique qui menace l'humanité. Donc c'est une alternative qui met en avant l'intérêt général humain, qui redonne le pouvoir au peuple souverain, qu'on est vraiment privé actuellement, afin de remettre l'économie et le système productif au service du progrès humain et des besoins réels. Alors ces besoins, d'abord, il va falloir les identifier, mais avant ça, même je voudrais bien me placer là par rapport à ce qu'on pour nous, comment on entrevoit l'écologie. Puisque à Angers, il y a une liste d'écolos, qui a des propositions du reste très intéressantes, auxquelles je souscris, auxquelles j'adhère complètement, mais qui, à chaque fois que j'ai pu les rencontrer, à chaque fois que j'ai pu discuter avec eux, s'inscrivent dans le ni droite ni gauche. Même si, j'ai pu essayer de les titiller un petit peu, je dis, mais c'est pas possible de pas, à partir du moment où on est écolo, où on promeut une véritable écologie, de ne pas être anticapitaliste. C'est impossible. Alors pourquoi, pour nous, c'est impossible? C'est que le capitalisme, vouloir maintenir une idée de changement, de transformation écologique dans le capitalisme, ça veut dire qu'on souscrit à ce système qui ne vise que le profit, le court terme, alors ça c'est complètement anti-écologique au possible, et qui donc va épuiser à la fois l'homme, la planète, etc. Donc je ne vois pas comment on peut s'inscrire là-dedans, d'une part. Alors, de même, on ne peut pas s'inscrire dans un socialisme qui serait productiviste, parce que le productivisme, c'est pas la même chose, mais c'est produire au maximum, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand pour vendre, éveiller susciter les besoins, même si on a besoin de rien, on achète, et on est toujours insatisfait aussi au bout du compte. Donc c'est un cercle vicieux duquel il faut absolument se sortir. Donc ça veut dire pas d'écologie dans le capitalisme et pas de socialisme productiviste. C'est pas possible. Alors l'éco-socialisme, c'est complètement en dehors de tout ça, c'est-à-dire c'est d'une part, c'est effectivement une écologie, mais résolument anticapitaliste, farouchement anticapitaliste, et c'est aussi un socialisme, excusez-moi, anti-productiviste, évidemment. Alors l'éco-socialisme, pour nous, c'est un objectif inverse. C'est donc essayer de voir les besoins, quels sont-ils, comment on peut les définir démocratiquement, d'où nos idées. Alors c'est vrai qu'on les met en place au niveau local, de conseils de quartier, conseils de citoyens, conseils d'usagers, etc. Mais ça peut être aussi à l'échelle beaucoup plus nationale. Ça veut dire, en tout cas en ce qui concerne le parti de gauche,
changer les institutions, ça ne peut plus fonctionner, hein. Notre 5e République, elle est à bout de souffle, donc il faut la changer. Il faut changer la représentation populaire, il faut changer tout ça. Mais pourquoi pas? Je veux dire, on ne va pas non plus rester dans les dogmes qui nous étouffent, qui nous contaminent, où on ne peut rien faire, there is no alternative, hein, etc., etc. Il faut absolument qu'on brise tout ça et qu'on définisse de façon démocratique les besoins. Alors il y a aussi des choses contre les... Enfin, on est obligé aussi de passer par un certain nombre de choses, à savoir transformer complètement nos modes d'énergie, hein, l'énergie qu'on consomme, le nucléaire, évidemment, les énergies fossiles, il faut revenir là-dessus puisqu'elles sont en train de s'épuiser, et il faut un vrai débat sur l'énergie, hein, où tout le monde peut quand même participer, hein, il faut aussi changer les modes de production, hein, se poser des questions toutes bêtes, toutes simples, mais qu'est-ce qu'on produit, pour qui, comment, où, pourquoi, hein, avec quoi, etc. Chose que, bon, c'est une question qu'on ne nous demande absolument pas de nous poser, évidemment. Et il faut aussi, de toute façon, repenser les transports. Bon, mais ça, on en parle quand même pas mal, hein. On est assez anti Notre-Dame-des-Landes, d'abord pour dire ça suffit. Ça suffit le transport, les camions, ça suffit le tout automobile, donc il faut revenir là-dessus. D'où aussi notre idée, au niveau local, on peut peut-être revoir la politique des transports et penser à la gratuité, puisque ça pourrait effectivement ouvrir d'autres champs. Il faut aussi, de toute façon, instaurer une démocratie réelle, mais là, il y a quelqu'un qui va en parler tout à l'heure dans le groupe, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Il est obligatoire aussi de revoir notre relation, notre place dans le travail, hein. Il faut absolument penser à... D'abord, la réduction du temps de travail, ça paraît évident, et puis l'implication des salariés, l'autogestion, enfin, on a un petit peu tout ça, hein, en tête, hein. Il faut absolument changer aussi qui détient l'entreprise, mais là on est dans quelque chose que tout le monde connaît à peu près, qui serait... Hein, une démarche socialiste là, mais toujours non productive. Alors là, ça va peut-être être un peu lu parce que j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, surtout sur les expériences qui ont été menées en France, et j'avais envie quand même de vraiment poser les choses d'un point de vue un petit peu général et après d'un point de vue plus particulier par rapport au transport collectif dans une ville. Donc pour nous, c'est une alternative évidemment concrète, hein, la gratuité des transports publics, et ça participe de cette idée que la gratuité, ou surtout l'extension de la gratuité, la défense de la gratuité, c'est pour nous de toute façon progressiste, hein, puisque ça s'oppose à ce système, enfin à notre système capitaliste où tout est marchandise, où tout a un prix, hein, c'est ce qu'on nous dit, mais tout a un prix, ça coûte, tout a un prix. Or on se rend compte que finalement, peut-être que ce qui a le plus de valeur à nos yeux, hein, ce qui donne du sens à nos vies, justement, n'a pas de prix, ça ne peut pas s'acheter. Donc c'est pas mal aussi de renverser ce principe du tout à un prix. Ben non, ce qui n'a pas de prix est peut-être finalement ce qui a le plus de valeur. De même que par exemple, on peut parler de choses auxquelles on est complètement habitué, hein, qui sont gratuites, que ce soit l'école, et encore, bon, il y a des gens à la porte là, qui attendent de faire en sorte que ce soit plus tout à fait gratuit, mais bon, ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas derrière la porte. Donc ça, ou l'accès aux soins aussi, qui est gratuit, on est habitué à ces idées-là. D'ailleurs, je me demande bien qui remettrait en question ces choses-là, à part justement des multinationales et des financiers qui sont aux aguets, hein. Mais sinon, tout le monde est très très content de l'école, de la santé, enfin de moins en moins, mais on était très content, hein, on peut replacer ça dans les années 50-60, là du coup c'était vraiment une conquête magnifique. Donc on peut se poser la question, pourquoi quand on dit transport gratuit, on nous regarde avec des grands yeux, on est sceptique, on est voire hostile, méprisant, enfin on a eu droit un petit peu à tout, hein. Je me souviens de ton débat, là, Martin, au premier débat,
hein, la réaction des autres candidats, c'était quand même assez drôle. Bon, nous on pense que justement ça n'a vraiment rien de très très compliqué, et que donc face aux tenants de l'idée que tout a un prix, nous on a envie de dire justement que c'est pas en fonction des moyens, hein, qu'on acquiert des choses, mais c'est plutôt au contraire, hein, notre slogan ça serait de dire que tous égaux, hein, et tous ayant les mêmes accès aux besoins ou aux nécessités, hein, fondamentales actuelles. Alors justement, le transport, ça fait bien partie d'un besoin maintenant fondamental pour tout le monde. Surtout en ville ou d'ailleurs en dehors de la ville, puisqu'il y a beaucoup de communautés de communes qui ont instauré la gratuité des services publics. Ce n'est pas nécessairement dans une grosse ville. Et donc, si tout a un prix... non, c'est parce que je voulais dire que la crise sociale et environnementale, maintenant, de toute façon, elle nous force à trouver d'autres idées. Alors, pour ce qui est du transport collectif, c'est évident que, d'une part, on va chercher à réduire, hein, le trafic automobile à travers ce biais, et on va aussi essayer d'étendre la gratuité, ou tout au moins de redistribuer un petit peu, hein, entre autres pour tous les gens qui sont victimes, enfin les premières victimes de la crise actuelle. Alors, il y a plus d'une vingtaine de villes ou de communautés de communes en France qui ont déjà fait ce choix. À ce jour, hein, alors je pense par exemple à Aubagne, 100 000 habitants, un petit peu plus, 102. Ça fait maintenant, depuis 2009, donc 5 ans, que ça a été mis en route. Or, il n'est absolument pas question de revenir en arrière, hein. Ce n'est absolument pas remis en question. C'est au contraire une grande victoire, enfin une victoire, je veux dire une conquête que tout le monde revendique. Je pense aussi à, je crois que c'est Compiègne, alors là je veux pas être, je l'ai pas noté, mais je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est une ville comme ça, qui, elle, entraîne une certaine contagion au contraire. C'est-à-dire il y a plein de petites communautés de communes autour qui vont se lancer dans la gratuité. Donc c'est vraiment une expérience très intéressante. Et l'étude des bilans montre que la gratuité a permis plein de choses. Alors pas seulement, d'ailleurs des choses beaucoup plus compliquées que ça n'en a l'air. Alors d'abord, bon, première chose, ça redonne un peu de pouvoir d'achat aux gens qui actuellement, dont le budget transport pèse vraiment très lourd, hein, de plus en plus lourd. Ça a permis de fluidifier la circulation, donc moins de bouchons, moins de pollution, moins de stress, enfin on peut après imaginer ce que ça donne. Ça a permis de réduire le trafic automobile. Par exemple à Aubagne, il y a 20% des utilisateurs des transports en commun qui ont abandonné la voiture là depuis. Bon, c'est pas assez, ils considèrent que c'est pas assez. Et c'est vrai qu'il faudrait que ça aille plus loin, mais c'est déjà un premier gain. Ça a permis aussi, alors là c'est intéressant, de sécuriser les bus. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, hein, puisqu'on a eu souvent des gens qui disaient « Oh là là, mais ça va être le vandalisme et tout ça, plus rien n'est à personne, tout le monde fait ce qu'il veut et tout ». C'est complètement faux. Et les chauffeurs de bus eux-mêmes témoignent donc d'une nette amélioration de leurs conditions de travail. C'est-à-dire qu'ils ont pu jouer le rôle du flic, du contrôleur. Il y a beaucoup moins, enfin il y a presque plus, il y a pas de source parce que c'est source de conflit, tout ça, hein. Or, bon, ça donne une situation beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, hein, entre tout le monde. Ça, j'ai lu aussi là-dessus, pour ce qui concerne la région parisienne, où il y a des zonages, hein, selon où on habite, ça coûte plus ou moins cher, sauf le week-end. Et il se trouve qu'effectivement, la gare du Nord est beaucoup plus paisible le week-end que les autres jours sur semaine. Et donc ça a été relié à cette idée-là que le week-end, il n'y a plus ce phénomène de zonage. Donc il n'y a plus aussi cette espèce d'hostilité, enfin du flic qui va être là. Et puis on sait très bien aussi que les premiers contrôlés dans un bus, c'est les jeunes et enfin ceux qui viennent des quartiers, c'est évident. Moi j'ai jamais été contrôlé dans... Alors mais je prends très peu le bus, mais bon. Prends ta voiture, hein. Non, je prends mon vélo. En plus, alors ensuite,
vous rigolez. Oui, ça a permis de faire progresser de façon, alors parfois spectaculaire, c'est le cas pour Aubagne, hein, la fréquentation dans les bus évidemment, ou dans le tram, mais là je crois qu'il y a que des bus pour l'instant, et ce qui fait que par ricochet, ça fait faire des économies. Le prix du voyage pour la collectivité est moins cher, puisque les bus sont plus remplis. Hein, Donc, vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, on nous a dit que mon adversaire c'était la finance, que le changement ça allait être maintenant, qu'il y a 2 ans que la soi-disant gauche a pris l'ensemble des rênes du pouvoir. Donc on a eu 2 ans pour voir que le changement, non seulement c'était pas maintenant, mais que ce serait pas pour demain non plus. Par contre, en 2 ans, on a pu voir ce que pouvait représenter l'alternance. Puisque Sarkozy a laissé sa place à un gouvernement qui a mis toutes ses belles promesses de côté pour poursuivre la politique qui était engagée par ses prédécesseurs. Donc cette politique, vous la connaissez bien, puisque c'est celle qu'on subit tous les jours. C'est l'augmentation de la TVA, donc l'impôt le plus injuste qui soit, puisque qu'on soit RSA ou qu'on soit milliardaire, on paye tous la même chose. C'est le pacte de responsabilité, où on répond à une vieille revendication du MEDEF d'être exonéré des cotisations familiales, donc c'est un cadeau d'à peu près 30 milliards d'euros. Et c'est aussi au niveau local, par exemple, la proposition de M. Beatz de créer de nouvelles zones franches pour que les entreprises puissent s'installer et bénéficier d'exonérations de charges sans que ça n'ait jamais eu le moindre impact sur l'emploi. Donc, et toutes ces décisions, ce n'est pas une fatalité qui ont amené à les prendre, ça relève bien de leur choix politique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est qu'ils soient de droite ou soi-disant de gauche, c'est qu'une fois au gouvernement, ils se mettent au service des grands patrons, ils accentuent la crise et ils poursuivent la destruction de la planète. Alors le MEDEF local ne s'y trompe pas, puisque M. Joël Frechet, le président du MEDEF Anjou, il nous expliquait en janvier dans une interview au Courrier de l'Ouest que le pacte de responsabilité, c'était une copie conforme du pacte de confiance que le MEDEF avait proposé au gouvernement, et il nous disait carrément que Hollande était à la solde du MEDEF. Donc ces élections municipales traduisent bien le contexte politique général, parce que c'en est presque une caricature, puisqu'on a un gars de droite qui est candidat de l'UMP, le président du parti de Jean-François Copé, qui est président du Conseil général, qui est en plus empêtré dans des conflits d'intérêts avec sa femme qui rappellent tristement l'actualité nationale, qui vide ses mandats depuis une vingtaine d'années, et puis maintenant il a désormais sa célèbre liste Angers pour moi, parce que quand on a de l'ambition, il n'y a pas de raison qu'on la cache. Et puis on a ensuite un gars qui représente la gauche gouvernementale, qui est l'actuel maire d'Angers, et puis un troisième qui sort de la même écurie électorale que le maire actuel, qui a été à la gestion municipale avec lui pendant des années, mais qui, vexé de ne pas avoir reçu le totem de l'ancien maire, a décidé de se présenter quand même. Donc là, on a affaire à 3 personnes qui sont déjà au pouvoir, qui sont déjà à la gestion des affaires municipales et départementales, et qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Ils nous proposent de continuer à faire ce qu'ils font déjà. Ils nous proposent des réponses qui sont des solutions de gestionnaires du système, et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la situation elle continue de s'aggraver. C'est que le chômage il a encore augmenté à Angers au mois de janvier, comme les mois précédents, et que face à la crise, leur politique elle contribue à accentuer les inégalités. Excusez-moi. Donc ils nous disent qu'ils ont des chefs d'entreprise dans leur garde rapprochée. Ils nous parlent aussi de courage. Donc ça c'est un mot qui revient souvent dans leur dialectique. Mais ils nous parlent de courage non pas pour prendre des mesures qui remettent en cause le système, ils nous parlent de courage parce qu'ils prennent des mesures qui vont pénaliser les salariés. Donc pour nous le courage, c'est le jour où ils prendront une mesure qui soit impopulaire pour le patronat. Alors nous dans cette campagne, qu'est-ce qu'on propose ? Nous on propose une politique qui défend vraiment les intérêts de la majorité de la population. Une politique de résistance dans les luttes sociales, parce qu'aujourd'hui, c'est les revendications qui émanent des luttes qui sont porteuses d'espoir. Alors cette lutte, les luttes, c'est par exemple celle des ardoisiers de Trélazé, qui se battent aujourd'hui contre la multinationale Imerys pour sauver leur emploi. Alors Imerys, c'est un groupe qui annonce 3 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier. C'est une grande multinationale dont les dirigeants, aujourd'hui, dans leur conseil d'administration, ils n'ont sans doute jamais entendu parler des ardoisières de Trélazé, des 153 ouvriers qui y travaillent. Les dirigeants d'Imerys, ce qui les préoccupe aujourd'hui, c'est le lancement d'une OPA d'1,2 milliard d'euros sur un groupe qui s'appelle Amcol, un groupe un groupe industriel qui est aujourd'hui coté à Wall Street. Et ça les préoccupe tellement que même le journal Le Monde s'en est fait écho le 12 février, et au lendemain de cette annonce, on apprend que l'action du groupe a progressé de 2,5%, et on a un PDG dans l'article qui nous explique qu'il a plein d'idées. Par contre, on n'a pas le moindre mot sur les 153 ardoisiers de Trélazé. Alors on nous dit que c'est pas rentable, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pas rentable pour eux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profit, ça veut juste dire qu'il n'y en a pas assez. Alors en attendant, on a des salariés qui restent sur le carreau, qui ne retrouvent pas d'emploi,
quand on a aussi des jeunes qui n'en trouvent pas non plus. Et puis personne ne se préoccupe de ce que deviennent les salariés licenciés. Donc c'est assez simple, hein. Pour les plus âgés, ils ne retrouveront pas de travail, jusqu'à pouvoir toucher une retraite incomplète. Et pour les autres, ça veut dire une baisse de niveau de vie, ça veut dire galère et précarité pour plusieurs années. Et quand on sait que 50% des chômeurs de longue durée tombent dans la pauvreté, il ne faut pas s'étonner de voir qu'aujourd'hui les associations qui prospèrent, c'est la Fondation Abbé Pierre, c'est les Restos du Cœur et c'est le SAMU social. Alors c'est pour ça que aujourd'hui les salariés des ardoisières de Trélazé, ils ont raison sur la gratuité des transports en commun. Donc les transports en commun, il faut savoir d'aujourd'hui qu'on les paye déjà, on les paye 2 fois, on les paye une première fois avec nos impôts sous forme de subventions qui sont reversés à un groupe qui s'appelle Keolis, et puis une seconde fois avec la billetterie. Donc la billetterie, ça correspond à 25% du coût du réseau, c'est-à-dire 4% du budget de l'agglo. Et donc à Angers, on a ce réseau des transports en commun dont la gestion a été confiée à un grand groupe international, donc Keolis, et sur son site internet qui annonce un chiffre d'affaires de 5 milliards en 2012, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Donc par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est la part parmi ces subventions versées à l'agglo qui termine sous forme de dividendes dans la poche des actionnaires du groupe. Mais pour ça, il faudra encore une fois faire preuve d'un peu de courage et de voter une loi qui impose la publication des livres de comptes. Et puis ce qui préoccupe les dirigeants de Keolis en ce moment, c'est pas de savoir comment ils vont pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre de ces profits, par exemple en baissant le prix du ticket, mais plutôt de savoir comment ils vont pouvoir gagner le marché de la gestion des transports en commun à Boston. Donc d'ailleurs, sur cette question, c'est assez ironique en fait de voir qu'on a été un peu précurseur, puisque depuis on nous a quand même montré que c'était possible le week-end dernier. Donc oui, non seulement c'est possible, mais en plus c'est nécessaire et toute l'année. Parce que la pollution, c'est pas seulement quand le ciel est bleu et que les oiseaux chantent, c'est tout le temps. Donc le week-end dernier, c'est quand même 60% d'embouteillage en moins. Donc c'est bénéfique pour la santé, c'est bénéfique pour l'environnement et en plus ça fait du bien au portefeuille. Alors, autre proposition qu'on fait, c'est aussi la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Ceux qui servent à boire, à faire la cuisine et à se laver. Par contre, ceux qui servent à remplir la piscine, ceux-là, ils doivent être payés très cher. Alors ensuite, une autre proposition qu'on fait, c'est la mise en place de comités de quartier autogérés. Alors pas comme les conseils consultatifs actuels, qui portent bien leur nom, puisqu'on y discute de projets qui sont déjà presque finalisés, voire quasi signés, mais des comités autogérés qui soient dégagés de la tutelle des élus, qui soient dotés d'un budget sur lequel ils seront les seuls décisionnaires, et ayant un droit de représentation au conseil municipal. Et où bien sûr les résidents étrangers auront toute leur place, puisqu'encore une fois en 2014, ils n'auront pas de droit de vote, alors que c'était une promesse de Mitterrand en 1981 qui a été renouvelée en 2012 par François Hollande. Et puis, c'est aussi donner l'exemple au patronat, en commençant par titulariser tous les emplois précaires de la municipalité, en particulier ceux qui ont été embauchés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Et puis, une dernière proposition qu'on fait, c'est de combattre la spéculation immobilière. Donc pour ça, il y a un moyen simple, pour une municipalité, c'est de se doter d'un grand parc public de logements sociaux, et pas en faisant baisser la part du logement social à Angers, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que sous couvert de construction d'écoquartiers, de réhabilitation soi-disant écologique, on a des opérations de spéculation immobilière, comme ça se passe actuellement dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Et plus que les projets marketing que nous propose M. Béat, comme le projet Rénouvelle, nous, notre priorité, ce sera la rénovation et l'isolation des logements sociaux, sans augmentation de loyer, comme on a pu le voir ici et là, lors des différentes réhabilitations, que ce soit à La Roseraie, au Grand Pigeon ou à Vernoux. Et ça, c'est une urgence sociale et écologique qui permettra en plus d'alléger les factures de gaz et d'électricité. Donc oui, il faut construire une opposition de gauche à ce gouvernement qui se fasse entendre dans la rue. Oui, il faut envoyer des capitalistes, des anticapitalistes dans les conseils municipaux, parce que les capitalistes, ils sont déjà très nombreux. Effectivement, oui. Donc il faut envoyer des anticapitalistes dans les conseils municipaux, parce qu'ils pourront aller mettre le nez un peu dans les affaires de la municipalité, ils pourront aller demander des comptes, et puis ils pourront aussi aller soutenir les luttes sociales partout où il y en aura, et se faire les relais des revendications dans les municipalités. Et puis pour terminer, alors moi c'est un petit souvenir de mes études d'histoire, un texte qui m'avait un peu marqué, donc c'est un texte qui date de 1871, qui a été rédigé par le comité central de la garde nationale, donc c'était l'appel au vote de la révolte de la Commune de Paris, pour ceux à qui ça parle un peu. Donc ce texte, il commence comme ça, c'est « Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux. Méfiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Méfiez-vous également des beaux parleurs. Incapables de passer à l'action, ils sacrifieront tout à un beau discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel. Évitez également ce que la fortune a trop favorisé, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs,
ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes et non à ceux-ci de se présenter. Citoyens, nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. Je vous remercie.